Il existe une bande de territoire français où une maison entière s'est vendue, acte notarié signé pour 3 000 euros, pas 3 000 € le mètre carré, 3 000 € la maison. Une transaction enregistrée dans les données publiques de l'État, consultable par n'importe qui porte un numéro de mutation officiel et une date précise. La France, nous, c'est le pays de la pierre qui vaut de l'or, non? Patrimoine familial, investissement sûr, marché tendu. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est l'autre carte. Celle où une diagonale traverse le pays du nord-est au sud-ouest et concentre des villages où le marché immobilier ne s'emballe pas. Il s'effondre. Ce ne sont pas des ruines sans adresse, ce sont de vraies communes avec de vrais maires, de vraies plaques de rue, de vrais actes passés devant notaire. Certains portent l'empreinte d'un château médiéval, d'autres les cicatrices d'une guerre, d'autres encore l'ombre d'un barrage qui n'a jamais existé. Et le dernier de cette liste est celui qui se grave. Pas parce qu'il est le plus spectaculaire sur le papier, mais parce qu'il pose une question à laquelle on ne répond pas facilement. On décortique tout, numéro 7. Ces transactions n'apparaissent pas dans les vitrines des agences. Elles vivent dans DVF, la base demande de valeur foncière, publiée par l'État via Etalab, qui recense chaque mutation immobilière enregistrée en France. Ce n'est pas un classement de sites d'annonces, ce sont des ventes passées, fermées, avec numéro de mutation. Ce que ces données révèlent, ce n'est pas un marché actif à ces prix, c'est un signal. Plusieurs communes rurales de cette diagonale ont vu passer des transactions si basses qu'elles déplacent la représentation qu'on se fait du territoire français. Au fond de la vallée du Lot, entre falaises calcaires et méandres lents du fleuve, il y a un village que le plateau surplombe comme une mise en garde. La Roque-Toirac, dans le Lot, compte aujourd'hui 126 habitants selon les données communales de 2023. C'est un chiffre qui ne dit pas grand-chose seul, jusqu'à ce qu'on sache qu'en 1851, 487 personnes vivaient ici. 3 générations et demie plus tard, les 3/4 de la population n'ont pas été remplacés. Ce qui surplombe le village, c'est un château médiéval des XIIe et XVe siècles, classé monument historique en 1995. Il s'ancre dans le roc comme s'il avait décidé de rester quand tout le reste partait. Les murs tiennent. Le village, lui, se vide lentement et ce mouvement n'est pas terminé. C'est dans ce contexte que DVF et Talab enregistrent le 16 avril 2025 une vente au lieu-dit La Roque, une maison de 80 mètres carrés, 2 pièces, enregistrée à 10 000 € selon la mutation 2025, identifiant 609 409. Pour qui dépend des services courants, il faut noter que la commune se situe loin de tout grand bassin d'emploi. La distance à un hôpital de référence n'est pas anodine pour quelqu'un qui envisage de s'y installer durablement. Cette vente ne documente pas l'état du bien. DVF enregistre la surface déclarée, la date, la valeur foncière et l'adresse cadastrale. Rien sur l'habitabilité, rien sur les frais de réfection éventuels, rien sur le contexte de la cession. Ce qu'on retient, c'est qu'un acte de vente a été signé à ce prix sous un château qui a survécu à 7 siècles, dans un village que chaque décennie allège un peu plus. Le Lot a ses atours, la vallée est belle, le calcaire chauffe bien en été, les routes départementales sont correctes. Mais l'isolement rural de ce secteur du Quercy reste entier et le marché immobilier local ne ment pas sur l'attractivité réelle du territoire. Ce que cette transaction dit, c'est que la pierre tient quand les gens partent. Le château est classé. La maison, elle, s'est vendue pour le prix d'un vieux téléviseur de collection. Ce paradoxe n'est pas une exception de la vallée du Lot. Ce qui suit déplace encore l'échelle sur le plateau voisin. Une commune de moins de 100 habitants enregistre une vente dans DVF avec une surface déclarée de 30 mètres carrés, un seul espace. L'altitude dépasse les 900 mètres. Ce que ça signifie en hiver dans ce secteur-là, personne ne l'a encore mis dans les données foncières. En Lozère, les distances se mesurent autrement. Noailhac est une commune qui compte aujourd'hui 94 habitants dans un département qui se vide lui aussi depuis plus d'un siècle. Le département de la Lozère est le moins densément peuplé de France métropolitaine et Noailhac en est un exemple parmi d'autres, sans que cela constitue une anomalie locale. C'est simplement la norme de ce territoire. Le 6 mai 2024, DVF et Talab enregistrent au lieu-dit Bécus sur la commune de Noailhac une vente de maison
30 mètres carrés, une pièce vendue 10 000 € selon la mutation 2024, identifiant 586 165. 30 mètres carrés, c'est la surface d'un grand studio dans une ville moyenne française. Ici, c'est une maison à part entière avec un acte notarié qui la fait exister sur la carte foncière. Les limites de ce que DVF peut dire s'arrêtent là aussi très vite. L'état du bien, ses besoins en rénovation, l'origine de cette cession, les motivations du vendeur, tout cela reste invisible dans les données publiques. Ce qui est visible, c'est la transaction. La Lozère pose un problème concret à quiconque envisage d'y vivre sans attache préexistante. Les hôpitaux y sont rares, les dessertes ferroviaires quasi inexistantes sur une grande partie du territoire. La rigueur climatique d'un hiver lozérien dans un hameau isolé n'est pas du tout abstraite pour ceux qui y restent. Ce sont des paramètres que le prix d'une transaction ne neutralise pas. Pour qui habite déjà ce territoire et connaît ses logiques sociales, une vente à ce niveau n'est pas incompréhensible. Pour qui arrive de l'extérieur avec l'idée d'un départ à neuf, l'écart entre la transaction et la réalité du quotidien peut être sévère. Noailhac ne porte pas de récit historique documenté qui expliquerait un effondrement particulier. Ce qui ressort, c'est quelque chose de plus diffus et de plus tenace, la désertification ordinaire d'un territoire que les flux économiques du XXe siècle n'ont jamais vraiment traversé. Ce n'est pas un drame ponctuel, c'est une longue phrase sans majuscule ni point final. Le cas suivant ajoute une dimension que les données démographiques seules ne suffisent pas à raconter. Entre 890 et 921 mètres d'altitude. C'est là que se situe Millevaches, en Corrèze, dans le département de la Nouvelle-Aquitaine. La commune est présentée comme le chef-lieu le plus élevé du Limousin et une ligne de partage des eaux sépare ici le bassin de la Loire du bassin de la Dordogne. La pluie qui tombe d'un côté de ce plateau ne rejoint pas la même mer que celle qui tombe de l'autre. Dak 75 d'habitants. Le 16 avril 2025, DVF et Talab enregistrent au bourg de Millevaches une vente de maison, 108 mètres carrés, 5 pièces, vendue 5 034 € selon la mutation 2025, identifiant 217 337, 5 034 € pour une maison de 108 mètres carrés dans un bourg. Ce chiffre est difficile à intégrer sans un effort de recadrage. Ce n'est pas une estimation, pas une mise à prix de départ, c'est la valeur foncière enregistrée dans la base d'État. Cela ressemble à une erreur de saisie, ce n'en est pas une. Il faut cependant nommer ce que DVF ne dit pas. La surface déclarée et le prix ne disent rien sur l'état du bâti. Une maison vendue à ce niveau dans un bourg de haute altitude peut refléter un état structurel très dégradé, une cession dans un contexte familial particulier ou une situation cadastrale non visible dans les données ouvertes. Ce n'est pas une offre du marché standard. C'est une transaction enregistrée qui témoigne d'une réalité foncière localement très singulière. En 2018, la commune entre dans la classification nationale de zone 3 de potentiel radon significatif. Ce n'est pas une catastrophe localisée, c'est une donnée géologique liée au sous-sol granitique du plateau. Mais pour quelqu'un qui envisage d'y vivre avec des enfants, c'est une information qui entre dans l'équation. L'hiver sur le plateau de Millevaches est long. L'enneigement peut isoler les hameaux plusieurs jours. L'hôpital le plus proche impose une route de montagne qui n'est pas toujours praticable dans les mêmes conditions qu'en plaine. Le commerce de proximité y est rare. Ce ne sont pas des inconvénients secondaires, ce sont les paramètres structurels d'une vie à 900 mètres dans ce coin de France. Ce qui reste debout ici, c'est la ligne de partage des eaux, l'altitude et une transaction DVF qui chiffre une maison de 5 pièces à moins que le prix d'un billet d'avion aller-retour vers les Antilles. Le territoire pèse autrement que ces données. Dans un village de 80 habitants, une commune a failli disparaître sous plusieurs mètres d'eau. Le projet d'infrastructure est resté sur les plans pendant 13 ans. Quand il a été abandonné en 1999, certaines propriétés l'étaient déjà. En 1986, l'État décide de construire un barrage à Chambonchard, en Creuse. L'objectif est double, réguler le cours de la Loire et améliorer l'alimentation en eau de Montluçon. Les travaux
Doivent nous noyer une partie du territoire communal. Des expropriations commencent. Des familles partent pendant que des bâtiments se vident. Le village commence à se préparer à sa propre disparition. En 1999, 13 ans après la décision initiale, le projet est officiellement abandonné. L'eau n'est jamais venue, mais les départs, eux, ne sont pas revenus. Chambonchard compte aujourd'hui 80 habitants. Le hameau du TX est devenu le centre de la commune après les expropriations dans un remodelage territorial que personne n'avait planifié comme résultat final. Le village porte dans sa géographie l'empreinte d'une décision administrative qui a tout déplacé sans jamais conclure. Le 16 octobre 2025, DVF et Talab enregistrent au lieu-dit Cévennes une vente de maison. 66 mètres carrés, 3 pièces vendues 6 000 euros selon la mutation 2025, identifiant 253 351, 6 000 euros pour une maison de 3 pièces en Creuse, dans une commune que l'État avait condamnée à l'engloutissement avant de se raviser. Ce que cette vente documente, c'est la surface, la date et la valeur foncière déclarée. Elle ne dit rien sur l'état du bâtiment, sur le contexte de la cession, ni sur les décennies de gel immobilier que le projet de barrage a pu induire dans ce secteur. Une commune dont on savait qu'elle allait disparaître sous l'eau n'attire pas les investisseurs. Elle n'attire pas non plus les candidats à l'installation. Et quand le projet s'évanouit, le mouvement de départ, lui, ne s'inverse pas automatiquement. Pour quelqu'un qui achèterait dans ce secteur en 2026, le passé récent du territoire pèse autant que la surface habitable. La Creuse est l'un des départements les plus dépeuplés de France et Chambonchard en est un cas particulièrement documenté de cette fragilité. Le paradoxe de Chambonchard, c'est qu'il a survécu à une noyade administrative tout en ne retrouvant pas ce qu'il avait avant qu'on décide de le submerger. Le barrage n'a pas existé, mais son ombre a redessiné le village aussi sûrement que l'eau l'aurait fait. Ce type de trace ne s'efface pas dans les données foncières. Elle s'y inscrit autrement, 6 000 euros à la fois. Le village porte une croix de guerre. Le 19 novembre 1920, Mont-Devant-Sacé dans la Meuse reçoit la croix de guerre 1914-1918 avec palme. C'est une commune frontalière de l'ancienne Lorraine rurale qui a payé le prix fort de 2 conflits mondiaux et qui se relève encore, si l'on peut appeler ça, se relever quand on ne compte plus que 100 habitants. Avant que la guerre ne redessine tout, Mont-Devant-Sacé abritait quelque chose de rare pour un village de cette taille, une fonderie de cloches de la famille Farnier, la fonderie Jeanne d'Arc, active de 1826 à 1908. Pendant 82 ans, des cloches sont parties de ce village pour sonner dans des églises bien au-delà de la Meuse. L'activité s'est éteinte avant la Grande Guerre. Elle n'a jamais repris. L'église Notre-Dame du village est classée monument historique depuis 1875. Elle est toujours là. La fonderie n'est plus qu'un souvenir de registre. Le 4 juin 2024, DVF et Talab enregistre rue de la Rochelle une vente de maison, 54 mètres carrés, 3 pièces, vendue 10 000 euros selon la mutation 2024, identifiant 654 052. 54 mètres carrés dans un village décoré pour sa résistance à l'ombre d'une église classée depuis 150 ans. Pour qui s'installerait ici, il faut nommer les limites du territoire. La Meuse rurale offre peu d'emplois locaux, les distances aux centres urbains sont réelles et la dynamique démographique de ce secteur du Grand Est continue de se contracter. Ce qui frappe à Mont-Devant-Sacé, c'est la densité de ce que le village a traversé sans se réduire à néant. Une fonderie de cloches pendant presque un siècle, une décoration militaire nationale, une église dont les murs tiennent depuis le Moyen-Âge. Et pourtant, 100 habitants. L'histoire n'est pas une garantie de densité, elle peut aussi être le témoin de tout ce qui ne revient pas. En 888, une bataille se tient à Montfaucon, où Eudes bat les Normands selon les sources historiques disponibles. 1030 ans plus tard, en 1918, l'offensive Meuse-Argonne traverse ce même territoire. Le village est détruit, ce qui restait debout en 888 ne l'est plus en novembre 1918. Ce n'est pas une métaphore, la collégiale Saint-Germain s'était réduite à ses ruines, et les ruines sont encore là aujourd'hui.
Montfaucon d'Argonne, dans la Meuse, compte 57 habitants. C'est l'une des communes les moins peuplées de ce script et l'une de celles qui portent le poids historique le plus visible dans le paysage. Le monument américain de Montfaucon domine la colline, visible de loin dans la plaine argonnaise. Il commémore les soldats de l'armée américaine tombés lors de l'une des plus meurtrières offensives de la Première Guerre mondiale. Les bus de commémoration s'y arrêtent encore chaque automne. Le 6 juin 2025, DVF et Talab enregistrent Grand Rue, une vente de maison 76 mètres carrés, 3 pièces vendues 10 000 euros selon la mutation 2025, identifiant 692 144. Grand Rue, la rue principale d'un village de 57 habitants, au pied d'un monument commémoratif américain et en vue des ruines d'une collégiale que 1918 a éventrée. DVF ne raconte pas ce que ça signifie de vivre dans cette rue. Il enregistre la surface, le prix, la date. Ce que le chiffre ne contient pas, c'est la mémoire qui sature l'air de ce plateau. Pour quelqu'un qui passerait devant ce monument sans savoir ce qu'il commémore, Montfaucon d'Argonne ressemble à un village ordinaire légèrement trop silencieux. Pour qui connaît le site, c'est autre chose. La commune pose aussi des questions pratiques qui ne disparaissent pas avec la grandeur du passé. 57 habitants, c'est un village dont les services de base ne peuvent pas être maintenus localement. L'école la plus proche, la pharmacie, le cabinet médical, chaque démarche quotidienne passe par une autre commune. La Meuse rurale était l'un des territoires français où la désertification des services suit de près la désertification humaine. Ce que les données DVF et la mémoire de 1918 ont en commun à Montfaucon d'Argonne, c'est que les deux parlent d'une perte, l'une ancienne, documentée dans les marbres, l'autre continue, documentée dans les registres fonciers. Ce qui suit dans cette liste est le lieu où ces deux types de pertes se retrouvent dans un chiffre qui, à première lecture, paraît impossible. Avant la Révolution française, La Fauche était le chef-lieu d'une importante baronnie. Cela signifie une position administrative et féodale réelle dans la hiérarchie territoriale de l'Ancien Régime. Puis 1789 recompose tout, les baronnies disparaissent et La Fauche devient une commune ordinaire de Haute-Myarn. Les ruines du château fort sont encore là, inscrites au titre des monuments historiques, dominant un village de 74 habitants. Ce que DVF enregistre le 15 décembre 2025 à La Fauche n'est pas comparable aux autres transactions de cette liste, pas dans le même ordre de grandeur. Rue du Château, une maison de 32 mètres carrés, une pièce, vendue 3 000 euros selon la mutation 2025, identifiant 668 446, 3 000 euros, le prix d'un iPhone reconditionné, le prix d'un trajet en train Paris-Marseille, en première classe, aller-retour. Un acte notarié signé, une mutation enregistrée dans la base publique de l'État, un numéro d'identification qui ne laisse pas de place au doute sur l'existence de cette transaction. Cela ressemble à une erreur de base de données. Ce n'en est pas une. Il faut nommer ce que cette vente ne prouve pas. DVF ne donne aucune information sur l'état structurel du bien. Une maison de 32 mètres carrés vendue à ce niveau dans une commune de 74 habitants peut refléter un état de dégradation avancée, une cession dans un contexte successoral particulier ou une situation que les données ouvertes ne permettent ni pas de reconstituer. Ce que la transaction prouve, c'est qu'un acte a été signé à ce prix, que les deux parties ont consenti et que l'administration l'a enregistré. Rue du Château à La Fauche. La rue porte le nom du château ruiné qui surplombe le village. C'est une adresse qui contient dans ces 4 mots toute la trajectoire du lieu, une baronnie, une révolution, un effacement progressif et une maison vendue pour 3 000 euros en 2025. La Fauche est en Haute-Marne, un département où la densité de population est parmi les plus basses de l'Est français. L'isolement n'est pas seulement une donnée paysagère, c'est une réalité de service. Hôpital, administration, commerce, tout est à distance.
Pour qui vivrait ici avec une contrainte médicale ou professionnelle, cette distance n'est pas neutre. Ce qui reste à La Fauche, c'est un château en ruine classé, une commune qui a porté une couronne féodale avant de perdre ses fonctions une par une, et une transaction foncière à 3 000 euros qui ne devrait pas exister selon les catégories ordinaires du marché immobilier français. Sauf que c'est La Fauche en 2025 et les données sont là. Quand on relit la liste depuis Larocque-Toirac jusqu'ici, ce qui se dessine n'est pas un classement de mauvaises affaires. C'est une carte intérieure de la France qui ne figure pas dans les vitrines des agences, des communes que les siècles ont construites, que les guerres ont abîmées, que les projets d'État ont menacées et que la démographie a lentement vidé. Et dans chacune d'elles, un acte notarié a été signé à un prix que la plupart des Français qui vivent dans une grande ville mettraient de côté en quelques mois. La diagonale du vide n'est pas une métaphore de géographe, c'est une adresse cadastrale avec un numéro de mutation, un château médiéval dans le lot, surplombant une maison enregistrée à 10 000 euros, et dans la Haute-Marne, une rue qui porte le nom d'une baronnie disparue où une maison s'est vendue pour 3 000 euros. Même pays, 2 siècles d'histoire, et un écart de prix qui résiste à toute explication simple. La question que ces transactions laissent ouverte n'est pas de savoir si ces prix sont réels. Ils sont dans les données publiques de l'État, consultables par n'importe qui. La vraie question, c'est ce que ces transactions disent de la valeur qu'on accorde à un territoire quand plus personne ne se bat pour y rester. Dans lequel de ces 7 villages reviendriez-vous vivre pendant un an, pas pour acheter, juste pour comprendre ? Écrivez-le en commentaire. Et si ce format vous aide à voir une France que les portails immobiliers n'indexent jamais, l'abonnement est juste